Bonsoir. Je vais donc vous présenter Sylvie Germain, qui est romancière et essayiste. Elle a enseigné la philosophie à laquelle elle s'est formée auprès d'Emmanuel Levinas. Son œuvre littéraire a été honorée de très nombreux prix littéraires, parmi lesquels le prix Goncourt des lycéens pour Magnus. Ce soir, Sylvie Germain va nous lire des extraits qu'elle a choisis de son livre Brève de solitude, qu'elle a enregistré pour la Bibliothèque des Voix aux éditions des Femmes Antoinette Fouque et qui a reçu en 2021 un coup de cœur de l'Académie Charles Cros. À vous, Sylvie Germain va nous présenter, je pense, son choix de lecture. Merci et bonsoir. Bon, ça va être difficile après la dernière lecture qui était remarquable. Donc, j'ai fait des coupes, beaucoup de coupes, dans un roman qui était construit en deux parties. La première courte, elle présente des personnages qui se croisent dans un jardin public quelques jours avant le premier confinement. Ils ne se croisent que du regard, s'observant dans un mélange de curiosité et de superficialité, chacun se formulant des jugements hâtifs les uns sur les autres, particulièrement sur un jeune homme échoué sur un banc et d'apparence misérable, certainement un migrant. Les différents personnages sont nommés, leurs pensées et rêveries exposées, sauf celle du jeune homme, aussi exténué physiquement que mentalement. La seconde partie est plus longue, elle met en scène ces personnages pendant la période de réclusion sanitaire, qu'ils passent dans un isolement total et raconte la manière dont chacun vit cette confrontation forcée avec soi-même dans une totale solitude, et ce que cela fait bouger en eux révèle de leur peur, leur désir, leur imaginaire. Je vais lire des passages extraits de la première partie, centrés surtout sur le personnage du jeune homme désigné de diverses façons, selon la perception que les autres ont de lui. Il y a aussi deux extraits évoquant deux femmes, Joséphine, qui ouvre la ronde des passants, et une jeune femme, Stella, accompagnatrice d'une personne âgée. Puis je lirai un extrait de la seconde partie qui évoque la rencontre fortuite d'une jeune fille en chagrin d'amour et d'une clocharde à la religiosité foutraque. Mais pour commencer, je vais lire le poème de Roberto Juarros que j'ai mis en épigraphe. Aujourd'hui, je n'ai rien fait, mais beaucoup de choses se sont faites en moi. Des oiseaux qui n'existent pas ont trouvé leur nid, des ombres qui peut-être existent ont rencontré leur corps. Des paroles qui existent ont recouvré leur silence. Ne rien faire, sauf parfois l'équilibre du monde, en obtenant que quelque chose aussi pèse sur le plateau vide de la balance. Joséphine. À la voir assise au milieu du banc, immobile, épaules droites et tête haut levée, drapée dans une étole à motifs géométriques, une main posée sur la poignée de son parapluie, la bandoulière de son sac plaquée à l'oblique sur sa poitrine comme le cordon d'un ordre honorifique, on dirait une petite reine à la gloire révolue qui affronte son déclin avec placidité, ses yeux vert bronze fixés sur son destin dont elle assume la dureté. Il n'en est rien. La vieille reine de 4 sous a le sang amer, la salive acide des pensées grincheuses. Ses yeux, qui certainement furent beaux, sont étroits et coupants comme des silex. Elle en glisse le tranchant lentement autour d'elle, et rien, personne ne trouve grâce. Elle aperçoit un individu à moitié couché sur un banc, situé un peu plus loin de l'autre côté de l'allée. « C'est quoi ça encore ?» se demande-t-elle, suspicieuse. Elle affûte ses silex verts, scrute le bonhomme. Il a l'air jeune, il est vêtu d'un jean et d'une doudoune qu'elle subodore malpropre. À une extrémité du corps avachi, elle distingue des baskets crottées. À l'autre, une tête enfoncée dans un bonnet bleu marine. Elle ne discerne pas le visage, mais les mains nues qui pendent au bout des bras, si. Elles sont noires. C'est quoi ce Jean Foutre qui roupille en plein après-midi, affalé sur un banc public au lieu de travailler? Peut-être est-il en train de cuver, bière, vin, drogue, bamboche, un peu de tout. À moins que ce ne soit un clandestin qui se planque au hasard de sa cavale. Sans papier, sans pays, sans domicile, sans travail, sans argent, sans personne, sans rien de rien, donc prêt à tout, qui sait, pour sauver sa peau.
Soit juste un pauvre bougre, certainement, et c'est navrant. Mais l'aider n'est pas de son ressort. Joséphine n'en a pas les moyens. Elle a déjà assez de mal à boucler ses fins de mois. On ne peut quand même pas recueillir tous les damnés de la terre. Et puis, qu'on leur tende la main, ils vous arrachent le bras. Enfin, certains d'entre eux. L'individu. Le cri perçant d'un gamin a réveillé en sursaut le jeune homme à demi allongé sur un banc. Il se redresse, s'assure de la présence de son sac à dos qu'il serre contre son ventre. Il regarde autour de lui. Il ne sait plus où il est. Il lui faut quelques instants pour reprendre conscience. Il est épuisé. Il y a si longtemps qu'il est en marche, si longtemps qu'il ne dort plus que par à-coups, à l'arraché, là où il peut. Il essaie de se donner une contenance. Il déplie un journal qu'il a trouvé sur le banc, avec des photos de chevaux à toutes les pages. Il ne comprend rien à ce qui est écrit. Cela n'a pas d'importance. Il cherche juste à sauver les apparences pour ne pas attirer trop vite l'attention, la suspicion. Le bizarre. Le garçon repose le journal. Les regards que les gens posent sur lui le paniquent. Dans la plupart, il voit une simple et implacable indifférence, parfois de la méfiance ou carrément de l'animosité. Comme cette vieille femme assise là-bas, le regard qu'elle lui a lancé en passant était mauvais comme une moue de dégoût. Ses yeux se ferment à nouveau, il reste immobile, mais il sent que ça titube en lui, ça crie, ça grince. Il a faim. Le pathétique. Pourquoi l'enfant lui a-t-il tiré la langue d'un air hargneux? Parce qu'il est noir? Parce qu'il est mal habillé, les traits défaits par la fatigue? L'a-t-il trouvé laid? Et la passante, pourquoi lui a-t-elle souri? Un beau sourire, mais pour dire quoi? Pour lui signifier que l'enfant a vu juste, qu'il a eu raison de grimacer en le voyant, que c'était drôle, ou par pitié? Combien de gens lui ont souri pour le mettre en confiance, et mieux ensuite lui mentir, le trahir? Même les bourreaux s'amusent parfois à sourire à leurs victimes avant de les massacrer. Il ne comprend plus les humains, si versatiles et si peu fiables. Stella. Des promeneurs flânent, certains font une pause, s'installent sur un banc, comme ce duo de femmes, l'une jeune, l'autre âgée. La première escortant certainement la seconde, posées côte à côte, tels de grands vases en faïence. La plus âgée des deux commence à s'assoupir. Ses paupières s'alourdissent, sa tête dodeline et ses lèvres, qu'elle tenait serrées, s'entrouvent et se mettent à frémir. Bientôt, elle va balbutier des mots à peine perceptibles qui se perdront aussitôt dans des bulles de salive. Stella n'a pas besoin de la regarder pour s'en rendre compte. Elle commence à connaître le fonctionnement de la vieille dame qu'elle accompagne depuis quelques jours. Il lui suffit de très peu de temps pour sentir ce qui se passe chez les autres, ce qui se trame dans leur corps autant que dans leur tête, ce qui couvre sous leur silence, complote sous leur sourire, conspire derrière leurs paroles. Il n'en a pas toujours été ainsi, mais elle a payé si cher sa naïveté qu'elle a appris à développer une finesse de discernement suraiguë. Sous son apparence impassible, elle se tient en permanence sur le qui-vive. L'extrême vigilance est son armure, la méfiance sa sauvegarde. Mais avec Madame Georges, il ne s'agit pas de cela. Stella n'a rien à craindre de cette vieille dame inoffensive, juste un peu bizarre par moments. Elle a ses lubies, ses petites obsessions, ses sautes d'humeur. Rien d'important. Et tant pis si elle est du genre taiseuse et d'un abord froid. C'est en fait mieux ainsi. Elle-même est de la même trempe. Elle glisse son bras sous celui de Madame Georges, laquelle sursaute, cligne des yeux. Elle l'aide à se relever et à se remettre en mouvement. La vieille dame obéit, mais sans vraiment comprendre à qui, à quoi. Elle se sent flotter, ou plutôt c'est le monde qui flotte autour d'elle. Elle était déjà partie loin d'ici et de maintenant. Ces va-et-vient trop fréquents entre le présent et ses propres ailleurs temporels la chamboulent, la fatiguent et l'irritent. Plus elle refait surface et reprend conscience, plus elle se renfrogne tout en marchant à petits pas au bras de son auxiliaire de vie.
Rien que cette expression l'énerve. Auxiliaire de vie. Pour elle, un auxiliaire, c'est avant tout un verbe qui sert à construire des formes composées d'autres verbes, ou bien c'est un adjoint. Et si elle comprend la qualification d'auxiliaire de justice, de l'armée ou de l'enseignement, celle d'auxiliaire de vie la choque. Elle se sent sournoisement humiliée, comme si cette fonction soulignait le fait qu'on l'aide à construire une forme décomposée du verbe vivre. Elle est un verbe en voie de désagrégation. Elle ne sait encore que penser de Stella, son nouveau chaperon. Elle semble réservée, ne se permet pas de familiarité, comme certaines qui lui parlaient sur un ton qui se voulait protecteur et n'était que bêtifiant. Elles font le tour du square au ralenti et en silence. Madame Georges regarde autour d'elle sans prêter attention à ce qui l'entoure. Elle rêvasse en marchant. Stella observe tout sans tourner la tête. Son regard coulisse avec vivacité et capte les détails, même les plus insignifiants. Elle scanne en permanence le visible. Elle ne se laisse jamais distraire, elle ignore la rêverie. Les gens qu'elle croise ont l'air paisibles, certains presque indolents, mais ça ne veut rien dire. Le recto placide des choses et surtout des personnes est souvent flanqué d'un verso ombreux, distordu, et on ne sait jamais quand celui-ci va se montrer. Vous frappez en pleine figure. C'est comme ces prés fleuris, ces rivières aux eaux douces, si apaisants à contempler, mais entre les herbes, sous les galets, à fleurs de terre, de sable ou de vase, des myriades de bestioles, de petits batraciens, de bêtes aquatiques se hâtent en tous sens, courent sans répit, soit pour fuir leurs prédateurs, soit pour chasser leurs proies. C'est une guerre continuelle, acharnée, menée par des soldats microscopiques, chacun si seul et âpre dans sa lutte. Et il en va pareillement avec les arbres. Ils se battent en silence, au ralenti, avec une patience, une pugnacité formidable, pour préserver leur espace de survie, en conquérir un plus vaste, un plus ensoleillé. Stella considère la vie comme un ring où se déroule un match de dévoration sans commencement ni fin ni mesure, et sans autre loi que celle de la primauté de la force. Quand on est en position de faiblesse, la dévoration se retourne contre soi-même. Elle s'effectue à l'intérieur du corps, dans les organes, les cellules, puis la mort achève le travail et recycle les restes. Ce mal qui affecte presque tout le monde, Stella l'imagine sous la forme d'un animal, grand fauve ou petit carnassier, ténia ou rongeur. Ainsi cet escogriffe en par-dessus olivâtre, la mine chagrine, on dirait qu'une souris lui grignote la rate. Et cette vieille dame là-bas, qui jette régulièrement des coups d'œil par-dessus son magazine, elle a un regard de belette à l'affût. Mais celui-là, engoncé dans une parka usée et un bonnet de laine hors de saison, les mains ballant sur ses cuisses, c'est à une moraine d'avalanche qui a fini de dévaler et qui reste plantée là, n'importe où, réduite à l'état de bloc informe qui lui fait penser. Un corps compacté sur lui-même, tout concassé de l'intérieur. Elle le sent le temps d'entreapercevoir son regard fixe qui filtre entre les cils de ses paupières mi-closes. Elle connaît cette fixité, cette folle nudité. Elle reconnaît d'instinct les écroués dans le désert des villes, tous semblables. Le malheur uniformise toutes celles et ceux qu'il serre trop longtemps dans sa poigne rêche. Elle poursuit sa promenade au bras frêle de Madame Georges, toujours perdue dans ses pensées. Le semblable. Il n'a pas remarqué les deux femmes, des ombres parmi d'autres. Le monde autour de lui s'est affalé comme une bâche, écrasant tout, étouffant tout. Il dort assis. Il dort sans sommeil, sans rêve, sans repos. Il dort dans un état de veille halluciné. Tous ses sens sont à la fois à vif et en suspens. Des pigeons sont en train de picorer un sandwich à demi entamé tombé à côté de la poubelle. Ils se bousculent, chacun essaie de se l'accaparer. D'un bond, le garçon est près d'eux, les chasse.
criaillements et claquements d'ailes. Il revient vite à son banc, son butin serré dans la main. Il le dévore. Au creux de ses paumes, qu'il a léchées, reléchées, flotte encore un faible relent d'huile et de légumes. Un peu de gras, lui, le long des sillons les plus marqués. Mais il ne sait pas lire les lignes de la main. Il les regarde, il les regarde. Y est-il écrit tout ce qui lui est arrivé et ce qui lui arrivera? Tout est-il décidé depuis le début? Les lignes de malheur et de chance vont-elles rester enchevêtrées jusqu'à la fin? L'une va-t-elle l'emporter sur l'autre? Pourquoi lui a-t-il eu la vie sauve et pas les autres? Mais est-elle si sauve que ça, sa vie réduite à une continuelle tentative de survie? Pourquoi lui plus qu'un autre? Il n'en voit aucune raison. Le hasard, le destin, le doigt de Dieu? Mais alors de quel Dieu insensé, capricieux joue-t-il au dé, ce Dieu? Et lui, n'est-il qu'un dé entre ses mains? Ce qui est sûr, c'est que tomber aux mains des hommes est le pire fléau qui puisse frapper quiconque et sans défense. Inutile d'incriminer un Dieu quelconque, aucun n'est aussi retors et cruel. L'indéfini. Il est là, couché à même le sol, tout ruisselant de pluie, de fièvre, les deux mélangés. Il tremble. Le blanc de ses yeux est rouge vif. Il a des miettes huileuses à la commissure des lèvres, des larmes couleur groseille à celle des paupières. Son regard est à la fois violent et suppliant, si proche à en brûler la vue et si lointain, absent. Joséphine oscille imperceptiblement, appuyée à sa canne. Un grand vide s'est fait dans sa tête. Elle ne pense rien, elle voit. Elle ne sait pas ce qu'elle voit. Elle ne pourrait pas le dire, le décrire. Elle voit, cela suffit, cela l'occupe tout entière. Elle voit un jeune homme terrassé de fatigue, de fièvre, de peur, de faim. Il se regarde, lui couché, yeux rouges, pupilles noires, elle debout, à peine inclinée vers lui, yeux de bronze, pupilles fixes. Elle voit à terre un visage où luisent la vie, la mort mêlée, un appel consumé de silence, un espoir fusionné avec la détresse. Il voit au-dessus de lui un visage blanc comme un halo de lune, deux yeux étroits comme des cosses de haricots, une bouche mince qui ne dit rien. Une vision peut-être. Sa vue est si troublée. Ses paupières se ferment à moitié. Elle reprend son cabas, se détourne, fait quelques pas, s'arrête. Elle revient, pose son sac, se baisse et en sort un à un les produits qu'il contient. Elle les aligne le long du corps étendu, esquisse un drôle de petit salut et s'en va à pas pressés. Lui reste là, inerte. Il n'a pas d'autre lieu de confinement que son propre corps, sa peau, son sang, dont il se demande jusqu'à quand il aura la force de couler dans ses veines. Par moments, il a l'impression que son cœur s'est arrêté de battre. Il ne sait plus alors s'il est encore en vie ou en train de mourir, ou déjà mort peut-être. Rien de cela tout à fait. Il est juste dans un sas entre les trois états, et ce sas est verrouillé. Il est l'épave d'un rêve naufragé, le reste d'un homme qui se consume, une évanescence dans le peuple des ombres. Maintenant, un extrait de la seconde partie. Anaïs marche sans savoir où aller. Il est encore trop tôt. De toute façon, les endroits où elle a plaisir à flâner ou faire une halte sont fermés pour une période indéfinie. La ville est devenue étrangement inhospitalière. Elle zigzague dans le quartier, emprunte des rues qu'elle ne connaissait pas, découvre ici et là de belles façades, des porches, des impasses arborées. Elle arrive devant une église dont le portail semble ouvert, une rareté en ces jours où presque tous les bâtiments publics sont fermés. Elle n'a pas l'habitude de se rendre dans de tels lieux, mais faute de mieux, elle y pénètre. L'église est vide. Chaises et bancs ont été retirés, quelques-uns entassés le long du mur d'un des bas-côtés. Elle avance à pas lents. Elle aperçoit une femme agenouillée sur la marge d'une chapelle latérale,
Plus loin, un homme recueilli, tête baissée, mains croisées sur la poitrine, devant un brûle-cierge où il vient de planter une bougie. Rouvrant les yeux, l'homme voit Anaïs et réprime un sursaut. Elle prend soudain conscience que son allure a peut-être de quoi inquiéter, du moins surprendre en cet endroit. Comme elle n'a pas de masque de protection, avant de sortir, elle a entouré le bas de son visage dans une écharpe en coton noir imprimée de tête de mort façon pirate. Et avec ses cheveux en pétard, elle doit avoir l'air d'un jeune voyou. Elle abaisse son foulard, adresse un petit signe de tête à Laurent déconcerté et s'éloigne doucement. Elle s'engage dans le déambulatoire, regardant au passage les vitraux historiés. Un foisonnement de scènes qui, pour la plupart, lui sont indéchiffrables. Représentations de miracles et de martyrs alternent, des corps torturés, démembrés, décapités, se changent en corps glorieux, ascensionnels. Peut-on mourir de pensée ? La question lui revient pour aussitôt se fondre dans une autre. Peut-on mourir d'aimer ? Le Christ et tous les saints et saintes martyrs après lui l'ont fait. Mourir d'aimer ou de n'être pas aimé ? Et si tout était lié ? Penser, aimer, ne l'être pas ? Et si la pensée était un acte d'amour et l'amour une forme de pensée ? Alors le désamour, le non-amour, ce serait un naufrage de la pensée. Elle s'assied sur la marge d'une chapelle absidiale, clôturée d'une grille en fer forgé. Face à elle, une autre grille, à l'arrière du chœur, celle de l'entrée donnant accès à la crypte située dessous. Elle est aussi fermée. Où qu'elle aille, l'espace est segmenté en lieu clos, cadenassé. Tout la renvoie à elle-même, à son essolement. Elle se relève, reprend sa déambulation. En s'engageant dans la nef latérale, elle aperçoit une femme embusquée derrière un pilier. Elle n'est pas en prière, mais aux aguets. Elle surveille les deux autres personnes présentes dans l'église. À l'évidence, elle n'a pas repéré Anaïs, qui du coup se dissimule à son tour pour observer la drôle de sentinelle. C'est une petite bonne femme, vêtue d'une robe informe et d'un long gilet de laine, portant des chaussettes dépareillées dans des sandales et un bob de pluie sur la tête. Elle a une main posée sur la poignée d'un caddie harnaché de sandov. Dès que les deux priants quittent l'église, elle lâche son chariot et se hâte au pied d'une statue dont le socle est orné de deux vases. Dans l'un, un bouquet déjà fané, dans l'autre, des roses fraîches. Elle se tient là un bref moment. Elle gesticule tout en marmonnant avec vivacité. On dirait qu'elle parlemente plus qu'elle ne prie. Elle clôt son entretien par un large signe de croix, envoie un baiser à son interlocutrice muette et s'empare du bouquet de roses qu'elle enveloppe avec précaution dans un morceau de tissu extirpé de son caddie. Anaïs ne trouve rien de particulier à la sculpture en plâtre, dont les couleurs ternes s'écaillent. Le visage est quelconque, le sourire un peu benêt. Il lui manque un pouce à une main et des phalanges à l'autre, les deux serrant un crucifix et une guirlande de roses contre la poitrine. La femme s'apprête à s'en aller quand elle aperçoit Anaïs. Mais elle ne se démonte pas, elle lui fait face, et sans se soucier de la distance réglementaire à respecter désormais, elle déclare « Tu m'as vu, hein ? Mais tu sais, je fais rien de mal. C'est la petite Thérèse qui me les donne. Je lui ai demandé, elle est d'accord. Elle est toujours d'accord, Thérèse. C'est la plus gentille. Elle parle vite, en avalant les mots. » « Oui, bien sûr, répond Anaïs qui ne comprend rien au charabia de la femme. « Toi aussi, tu l'aimes bien, la petite Thérèse ?» Anaïs ne sait pas de qui il s'agit, mais à tout hasard, elle répond oui. « Parce que tu sais, aujourd'hui, c'est mon anniversaire et il n'y a personne pour me le fêter, personne pour m'offrir des fleurs, alors il faut bien que, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et la petite Thérèse, elle est toujours là et elle n'est pas chiche. Elle a dit qu'elle voulait passer son ciel à faire du bien sur la terre. Elle a dit ça juste avant de mourir. Moi, je la crois. Et quand j'ai trop de peine, je viens la voir, je lui cause. Après, ça va mieux. » Anaïs se demande quel âge peut avoir cette vieille gamine fripée, qui a dû être jolie avant sa dégringolade. Ses traits sont fins, le bleu de ses yeux tire sur le violet. Elle est certainement bien moins âgée qu'elle ne le paraît.
Elle se contente de lui souhaiter un bon anniversaire. L'autre lui sourit. Ses dents sont gâtées, certaines cassées. Son haleine est aigre et son gilet exhale une odeur graisseuse. Anaïs remonte discrètement son écharpe jusqu'à son nez. « Peu, s'esclave la femme, il est moche ton foulard. Je croyais que c'était des petites roses blanches. Mais c'est des crânes et des os. Ça te plaît de mâchouiller la mort? Faut pas, surtout que t'es mignonne et puis t'as pas l'air méchant. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Bobby. » Anaïs se présente, mais l'autre comprend Anis. C'est rigolo, t'as un nom de plante comme moi. Mon vrai nom, c'est Marjolaine, mais on l'emploie jamais. Quand j'étais gosse, on m'appelait Jojo, et maintenant c'est Bobby. C'est bien aussi Bobby, non? C'est à cause de mon galure. J'ai eu la pelade et ça m'a laissé des plaques. Le bob, il cache la misère. Bon, mais faut que je rentre pour m'occuper des roses. Regarde comme elles sont belles. Dodues et rouges comme des fesses de bébé qui fait ses dents. C'est que c'est fragile, les roses. Comme les bébés, faut leur donner à boire. Elle empoigne son caddie, commence à s'acheminer vers la sortie. D'un coup, elle s'arrête, prélève une fleur du bouquet et revient vers Anaïs. « Tiens, c'est pour toi, t'es gentille. Et puis t'as pas l'air bien riche et pas bien joyeuse non plus. Alors, prends. » Anaïs bégaye un remerciement ému. Bobby secoue la tête. « C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est elle. » Elle désigne la statue d'un coup de menton. Puis elle ajoute « Une rose, c'est toujours beau. Et la beauté, quand on est pauvre, ça manque autant que la bouffe et tout le reste. Les gens, ils comprennent pas ça. Parce qu'on est moche et qu'on pue quand on est pauvre, les autres y croient qu'on n'aime pas la beauté. Ben si. Et moi, j'en ai besoin d'une petite part chaque jour. Thérèse, elle comprend ça. Allez, ce coup-ci, j'y vais. Salut, mon petit. » Elle s'éloigne, traînant son bagage à roulettes, surmonté de son bouquet d'anniversaire et délesté d'une fleur. Anaïs la regarde partir. Elle voudrait la rappeler, lui dire quelque chose, mais elle est incapable de proférer un mot, de penser, de bouger. Quand Bobby franchit la porte, sa silhouette se condense en une ombre tremblée dans le rectangle de lumière, puis disparaît. Anaïs a l'impression de se voir elle-même en train de s'effacer, que c'est sa propre ombre qui s'est détachée d'elle et qui s'en va, emportant le fatras de ses sentiments, de ses illusions, de ses souvenirs, de ses projets, la laissant vide. Elle est Bobby, qui embarque dans son carré fourre-tout le corps volé de son amant, le cadavre de son amour. Va-t-il pourrir, ce corps, prendre l'odeur malodorante du bric-à-brac entassé dans le chariot? Elle est Bobby, qui se dissout dans un puits de jour. Elle sent le tissu lui coller à la bouche. Elle pleure, la rose à la main. Les têtes de mort se ratatinent comme des pétales mouillés. Elle ôte son foulard, s'essuie les yeux. Elle s'aperçoit soudain que la fleur n'est pas une rose, mais une pivoine rouge foncé en bouton à peine éclos. Elle s'étonne de sa propre méprise. Elle se penche vers la fleur, décèle son parfum pourtant très faible encore. Rose ou pivoine, qu'importe. Bobby aura sa part de beauté pour quelques jours.